Il faut aimer, sinon sacraliser les forces armées de sécurité. Sans les forces armées de sécurité, on avait perdu notre pays. Maintenant, on l'a récupéré. Il y a quelques soubresauts au nord. Ce qui se passe au nord, là, j'ai dit aux gens, c'est comme un animal que vous égorgez. Les derniers soubresauts sont très violents. C'est un animal qui peut faire très mal. C'est ce que nous sommes en train de vivre au nord. Mais à la fin, il va mourir. Je voudrais saluer monsieur le ministre de la Refondation, et Brahimi Kassamega, qui a bien voulu s'associer à nous, à mon invitation pour recevoir Kader. J'ai aussi bien écouté ses préoccupations. Mes collaborateurs et moi avons pris soin de bien percevoir votre visite comme étant une visite de reconnaissance de tout ce qu'ils ont pu faire pour vous. Mais tel que je vous connais, je savais que les salam alek seulement ne suffiront pas pour vous. Vous allez dire ce que vous pensez. Je vous connais un peu, le peu de temps que je vous connais, c'est que vous ne mâchez pas vos mots. D'ailleurs, beaucoup de Maliens se souviennent qu'au plus fort de la crise sécuritaire qu'on connaissait dans les années 2018-2019, c'est vous qui avez été l'un des rares, au plus fort de la crise, à demander à des gens très puissants de démissionner. Parce qu'on ne peut pas continuer. Et cette démission était bien pour eux-mêmes. En ce moment, beaucoup de gens n'osent pas le faire. Je note aussi que vous avez été arrêté, je ne me mêle pas des affaires de la justice, mais je sais qu'après votre intervention, je vous avais appelé moi-même. Nous avons eu un entretien. Je vous ai dit qu'on a une grande responsabilité dans la stabilisation de la transition. Je vous ai dit ce que je pensais de votre interview. Nous avions échangé. Bon, quelques jours après, la justice a décidé de ce que vous savez. Mais je dois dire que je suis satisfait à plusieurs titres. D'abord, je me rends compte que votre conviction s'est renforcée au sortir de vos détentions. Si peut-être ceux qui se sont plaints ont pensé vous faire taire, je pense qu'ils ont tout faux. Je constate que vous êtes sortis plus déterminés encore à poursuivre et à faire aboutir les revendications du M5 telles que vous le pensez. La deuxième chose, c'est que notre mouvement s'est consolidé. Le nombre de personnes qui partaient vous rendre visite n'a cessé d'augmenter. Moi, je m'informe tous les jours sur ce qui se passe. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui ne connaissaient même pas Kader l'ont connu. Et il est sorti de cette détention renforcé politiquement. Ce qui fait que je sais que dans plusieurs régions, aujourd'hui, les gens demandent votre visite pour venir les remercier. Donc beaucoup de gens qui connaissaient Kader comme un simple responsable du M5 le connaissent aujourd'hui comme un grand acteur politique. Donc la détention vous a renforcé, j'avais dit à certains de vos visiteurs, quand on vous a arrêté, qu'un homme politique, le mettre en détention, généralement, ça n'a jamais baissé son ardeur, sauf si ce n'est pas un vrai homme politique. Au contraire, ça renforce votre légitimité historique. S'il est vrai que vous battez pour des causes, il est vrai qu'il y en a qui sont dans des problèmes de personnes. Les réserves que j'avais sur votre interview, je vous les avais dit, bien avant que je sache d'ailleurs qu'on allait vous interpeller, parce que je sais que vous êtes un homme entier. Vous dites ce que vous pensez et vous le cachez pas.
vous avez dit ce que vous pensez dans votre foi intérieure. Mais malheureusement, au Mali, tu sais, les gens croient que quand quelqu'un parle, c'est qu'il a eu les avis d'autres. Je sais qu'il y a même des gens au Mali qui ont espéré qu'en vous arrêtant, ça va toucher le Premier ministre. Je dis ce que les gens ne connaissent pas. En réalité, dans les années 90, il y a une partie de la population qui a vécu des situations pires. Il y a beaucoup qui se plaignent aujourd'hui, mais ils ne savaient pas ce qui se faisait. Nous les avons vécus. Même des petits enfants de 2-3 ans, on les a battus. Des femmes, on leur a interdit même de se promener en ville. Des vieillards de 80 ans ont été enlevés dans leur lit et mis en prison. Des journalistes étaient portés disparus, d'autres ont été pris, bastonnés, jetés au fond de la colline. Tout ça s'est passé ici au Mali. Les gens oublient très vite. C'est pour cela que quand vous avez été arrêté, la seule chose que j'ai dit à ceux qui vous rendent visite, quand ils sont venus me voir, c'est de leur dire qu'il faut laisser la justice faire son travail. Je suis très heureux que vous ayez le même sentiment en disant que les interventions intempestives auprès de la justice, nous sommes interdits ça dès le départ. S'il y a des forces qui le font, ça c'est leur affaire personnelle. En tout cas, nous ne le faisons pas. La troisième chose, c'est que mes collaborateurs, j'ai été très satisfait de leur attitude. Je n'ai parlé avec personne d'entre eux, donc on ne peut pas dire que je leur ai dit d'aller vous voir. Chacun est allé de sa propre conviction. Ils sont allés vous rendre visite. Certains m'en parlent, d'autres ne m'en parlent même pas. Certains ne savent même pas ce que je pensais de votre situation. Donc le fait de venir les remercier aujourd'hui me semble un très bon acte de reconnaissance et de solidarité avec tout le monde. Il y a aussi les militants du M5. Bien sûr, je pense que ceux qui sont à la base de votre arrestation, qui ont porté plainte, avaient pensé casser le moral des militants du M5. Au contraire, ils sont devenus plus déterminés. Et je crois qu'aujourd'hui, sur le plan qualitatif, les gens sont plus conscients et plus déterminés. Même si le nombre n'est pas comme en 2020. Parce qu'en 2020, on s'est tous retrouvés. Nous avons compris d'ailleurs, avec les différentes dissidences, que chacun avait un projet qui est différent de celui du Mali. Nous sommes dans ce qu'on dit à Mabar le Maliko. Il y en a, nous sommes place là. Nous, on est dans le Maliko. C'est ce que j'ai dit d'ailleurs, lorsque certains ont voulu révolter les M5 contre notre personne, où j'ai réussi à un très grand nombre. Je vous avais expliqué que entre le 5 juin et le 18 août 2020, personne ne m'a dit que lui se bat pour être ministre. Les gens se battaient pour une cause, pour des revendications. La sécurité, la justice, les réformes, l'accord pour la paix et la réconciliation. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce qu'on ne pouvait plus continuer. Le terrorisme continuait de se... J'ai dit que par rapport à ces revendications, personne ne peut faire des reproches au gouvernement de Assimi Goïta. Maintenant, dans la façon de gérer les autres aspects, comment les uns et les autres gèrent le pouvoir, la compréhension que telle ou telle personne a de son rôle sur le plan historique, ça c'est différent. En tout cas, en ce qui nous concerne, je vous avais très bien dit que, malgré les pressions, je ne vais pas beaucoup me mêler de certaines choses. Parce que si je l'avais fait, on aurait dit oui, il est venu ici pour placer ses hommes, il est venu pour faire ceci, pour cela. Et c'est ce qui m'a fait dire qu'il n'y a aucun cadre dans l'administration. Je peux le dire à haute et intelligible voix. C'est le seul chef du gouvernement dans l'histoire du Mali qui n'a nommé personne dans la haute administration. Il y a une seule personne qui a été nommée à ma demande. Il a été relevé quand j'étais malade. Je l'ai convoqué ici. Je lui ai dit les reproches qu'on lui fait. Il a fait un mémo pour démontrer que ce n'est pas vrai.
en dehors de lui, je l'ai pris bien sûr dans mon cabinet après, en dehors de lui, ça n'existe pas. Je ne me suis jamais mêlé des dossiers d'un ministre pour l'influencer. Les ministres sont entièrement responsables de leurs dossiers, sauf ceux s'ils ont des instructions qui viennent d'ailleurs. Je ne me suis jamais mêlé des nominations des ministres. Aucun ministre, personne ne peut dire que je l'ai dit de nommer tel ou tel. Même ce matin, j'ai signé des demandes dont certains de mes collaborateurs, que certains ministres ont pris dans des fonctions, ils ne m'ont même pas avisé. J'ai vu aujourd'hui dans les courriers ils sont proposés à des postes, pas des ministres qui m'en ont même pas parlé. Certainement, ils en ont parlé ailleurs. Mais j'ai visé. Parce que je me dis qu'un ministre, il faut lui laisser la liberté d'action. Dans tous les cas, tout ce qui se fait qui n'est pas normal, ça finit toujours par rattraper. Le peu de temps que j'ai fait dans les gouvernements, chaque fois qu'on contourne les lois ou on les viole, les lois et les principes, ça nous a rattrapés. Tous les dossiers où des gens ont violé les lois, quand j'étais dans les différents gouvernements depuis 2002, ou même sous la transition de 91, je les ai tous retrouvés ici. Entiers, ils ne sont pas résolus. Tout ce qu'on essaie de résoudre avec la ruse en contournant les textes, généralement ça reste et ça rattrape les futurs gouvernants. Et c'est pour cela que j'ai une conduite que j'ai recommandée à beaucoup de gens. D'abord, la lutte politique, c'est une lutte de longue haleine. Ce n'est pas une course de vitesse. Il y a des gens qui sont venus, ils se sont transformés en hommes politiques. Ils vont s'essouffler très vite. Parce que c'est une course de longue haleine. C'est une course de fond. Il n'y a pas d'homme politique de ce que j'appelle la génération spontanée. C'est-à-dire on a des relations juste avec les gens du pouvoir et puis on s'impose. Tous les gouvernements de transition, c'est comme ça. Vous vous rappelez du gouvernement de transition de 2012 ? Tous ceux qui se tapaient la poitrine, on est avec la transition. Dès qu'ils ont eu le moindre problème, ils ont tous disparu. C'est d'ailleurs la même chose que je répète à mes partenaires. J'ai dit qu'on est dans le même bateau, sinon dans la même pirogue. Que Dieu nous en garde. Si elle chavire, tous ceux qui disent qu'ils sont avec la transition, là, ils vont nager pour regagner les berges. Mais c'est le noyau du M5 et les noyaux des militaires, c'est eux qui vont aller au fond. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Parce que je fais la part des choses entre ce qui est essentiel et ce qui est accessoire. Et vous avez été très très digne en détention. Concernant Bouba, c'est inédit dans l'histoire. Tout le monde a compris que Bouba a été arrêté pour intimider le Premier ministre. Or, ça fait 1 an que je demande au comité stratégique du M5 de patienter. Parce qu'au moment où des militaires sont en train de se battre au nord, de recouvrer notre intégrité territoriale, de nous restituer notre dignité, notre confiance, il faut s'interdire d'être acteur de certains débats politiciens à Bamako. Des hommes sont sous le soleil, ils ont abandonné leur famille, ils sont sous la pluie, ils sont dans le froid glacial, ils vivent d'incertitude tous les jours. Je vous ai dit de s'interdire, en tout cas moi je m'interdis pendant cette période-là, de rentrer dans des petits jeux politiciens. Et ça a été ma conduite jusqu'à présent. Et ça a été la conduite des principaux responsables du M5. Tous ceux qui ont voulu me forcer à rentrer dans un jeu autre que ça, ils ont créé les dissidences. Vous savez ce qu'il est advenu d'eux. Ceux qui les ont aidés à créer ces dissidences, les nourrir, ils savent que ça n'ira pas loin. Parce que les Maliens ne se sont pas battus pour ça. Et c'est pour cela que je voudrais encore remercier le comité stratégique du M5 de sa patience. Tout ce que Bouba a signé dans le mémorandum, je l'ai dit devant tout le monde qu'il n'y a rien de faux là-dedans. La réalité, c'est que je vous ai demandé depuis 1 an de patienter.
Parce que l'armée malienne est en train de se sacrifier. Le chef suprême des armées est dans un grand jeu stratégique, géopolitique et historique. Il ne faut pas qu'on le distrait, qu'on distrait les militaires avec des bagarres politiques à Bamako. Ça nous ferait honte que des jeunes militaires qui sont en train de se battre pour libérer Ber, pour libérer Kidal, pour libérer, même l'autre jour, Tinzawaten, malgré ce qui s'est passé, j'ai expliqué que Tinzawaten reviendra malien. Ça fera honte que pendant qu'eux ils se battent, que les gens soient là à faire des petits calculs politiques entre les gens. Et vous avez accepté pendant 1 an de ne pas flanchir. Maintenant, à l'anniversaire du M5, et disons de la rectification, là, je ne pouvais plus tenir. Je vous avais dit de dire ce que vous pensez. Et quand le comité stratégique a adopté ce texte, il m'a été rapporté en tout cas que c'était la délivrance. Tout le monde était content ce jour-là, parce que ce qu'ils ont encaissé pendant des années, pendant des mois, à cause du Premier ministre et de la stabilité de la transition, au moins ça peut être écrit, ça les a soulagés un peu. Beaucoup étaient contents, les jeunes qui commençaient à se décourager ont dit au moins on a dit ce que nous pensons. Bon, on est venu prendre Bouba pour le mettre en prison pour cela. Vous savez comment ça s'est passé. On m'a tout rapporté. On n'avait pas besoin de l'arrêter à côté de mes bureaux. On pouvait juste lui mettre une convocation. Mais on est venu le prendre comme un délinquant. Aller le jeter comme un vendeur de drogue. 79 ans. Lui ôter son chapeau. L'humilier. Mais tout le monde a compris ce qui se cache derrière ça. Ce n'était pas une histoire de mémorandum. Heureusement qu'il a tenu. Et je voudrais vraiment le féliciter pour avoir gardé sa dignité. Parce que le débat politique, quand vous rentrez là-dedans, il faut savoir ce qui vous attend. Hein. C'est comme ceux qui vont dans l'armée et qui pensent qu'ils vont en inscription. J'ai dit la fonction militaire, c'est la seule fonction où quand on va en mission, tu n'es pas sûr de revenir. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il faut respecter les militaires et au besoin les sacraliser. Parce qu'ils donnent leur vie pour nous. La même chose pour les hommes politiques. Quand vous rentrez et vous décidez de faire la politique, vous ne pouvez pas dire que vous n'aurez jamais de problème. Il y a des moments où tout le monde sait que Bouba, à son âge, à 79 ans, il n'y avait pas, en tout cas ce que moi je pense, il n'y avait pas de raison de l'arrêter. Et puis on pouvait juste lui envoyer une convocation, il va répondre, le mettre en prison. Bouba n'allait pas fuir, il n'y avait aucun besoin de le mettre avec des gens dans des cellules restreintes, l'humilier. Ce n'était pas nécessaire. Si c'est tout juste pour la manifestation de la vérité, on n'avait pas besoin de ça. Mais moi, je comprends tout ce qui se cache derrière ça. C'est pourquoi je voudrais le saluer, après vous, l'encourager. J'ai été personnellement dans sa famille et je lui dis qu'on ne le laissera jamais. Je ne sais pas ce que la justice va décider. Ça, c'est la justice qui décidera. Mais personne ne va oublier Bouba. Exactement ce que les gens vous ont dit. Maintenant, par rapport aux questions que vous avez posées, vous savez, la gouvernance n'est pas simple. Il y a une chose, c'est de revendiquer. Autre chose, c'est de gérer l'État. Dans la gestion de l'État, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, dont on doit tenir compte. Il y a beaucoup de décisions qui sont prises. C'est difficile de les expliquer, à plus forte raison, les justifier. Donc, vous me permettrez de ne pas m'étendre sur certaines de vos revendications, certaines de vos demandes. Je sais que c'est des problèmes cruciaux au niveau du M5. Je suis personnellement interpellé régulièrement, mais je demande à tout le monde de garder patience. Ma conviction, c'est que la transition va aboutir. Elle va aboutir dans le bon sens. Parce que si vous regardez, on est venu de très loin. Il y a beaucoup de gens qui étaient dans le comité stratégique du M5. En fait,
il faisait du bruit juste pour que Ibeka les appelle, qu'il trouve de nouvelles formes de négociation avec lui. Nous les avons connus après. Il y a d'autres qui étaient là pour nous pousser dans l'erreur, pour que le mouvement puisse être démantelé. Il y a d'autres qui étaient là par conviction pour changer les choses au Mali. Je pense ceux qui sont restés. Et nous allons continuer. Maintenant, de l'autre côté, la société malienne, les partenaires qu'on vous appelle, c'est des humains. Je pense qu'ils peuvent commettre des erreurs, comme nous on en commet. Mon espoir, c'est que tout le monde se ressaisisse. Parce que parmi nous, ceux qui ne se ressaisiront pas, qu'ils soient du M5, dehors du M5, qu'ils soient en dehors du Mali, Dieu ne leur donnera pas la route. J'ai l'habitude de vous rappeler en réunion du M5 deux grandes maximes. La première, c'est de Amadou Ampateba. Il dit que le pouvoir, c'est comme l'alcool. Au premier verre, vous êtes content, vous sautillez comme un cabri. Au deuxième verre, vous devenez très puissant. Tout le monde a peur de vous, vous devenez comme un lion. Les gens ne vous disent pas la vérité. On vous trompe. Et si vous suivez cette tromperie, ça va vous amener à être comme un cochon. Vous détruisez tout ce que vous avez fait de bien. Je vous ai dit qu'il faut tout faire pour que les M5 ne tombent pas sous ce coup-là. Je crois que nos partenaires aussi entendent. Le deuxième maxime, je vous l'ai dit dès le début. J'ai dit, un marigot, il y a des caïmans. Vous ne pouvez pas le traverser avec le courage d'autrui. Donc tous ces gens qui font du pam-pam-pam, je soutiens la transition, je suis avec telle personne, en réalité ça c'est sur les berges. Si vous leur dites de rentrer dans l'eau là, et on leur dit qu'il y a des caïmans là-dedans, où t'es d'eau, c'est avec son propre courage qu'on peut traverser un marigot où il y a des caïmans. Mais chez nous, les gens viennent dans la politique, certains pensent que c'est mentir, chercher de l'argent, faire des coups bas, tromper, ruser, surprendre. Moi, je ne suis pas dans ça. Et c'est pour cela que ma recommandation à tout le monde, c'est de dire toujours la vérité. Ne jamais mentir. Si vous ne pouvez pas dire la vérité, il vaut mieux ne pas parler. La deuxième chose, il faut aimer, sinon sacraliser les forces armées de sécurité. Sans les forces armées de sécurité, on avait perdu notre pays, maintenant on l'a récupéré. Il y a quelques soubresauts au nord. Ce qui se passe au nord, là, j'ai dit aux gens, c'est comme un animal que vous égorgez. Les derniers soubresauts sont très violents. C'est un animal qui peut faire très mal. C'est ce que nous sommes en train de vivre au nord. Mais à la fin, il va mourir. Donc moi, je suis convaincu, c'est ce qui m'a fait dire l'autre jour, que Tinzaouatène reviendra malien. Tout le Mali va revenir au Mali. On a fait 10 ans, on appartenait aux autres, c'est les autres qui décidaient à notre place. Et ça, c'est l'armée. Donc les militaires, il faut les aimer. Il faut les respecter. Il faut les sacraliser. La troisième chose, c'est que celui qui a eu la chance d'être chef d'État du Mali, c'est Dieu qui l'a fait. Il faut le respecter. Il y a 3 ou 4 ans, personne ne pensait qu'on allait avoir un chef d'État comme ça, ni un premier ministre comme ça. 5 ans. Dieu a fait qu'on a quelqu'un à la tête de l'État. On peut ne pas être d'accord avec lui, mais il faut le respecter. Au Mali, les gens sont habitués à vilipender les dirigeants. Respecter ne veut pas dire qu'on ne dit pas la vérité. Quand je dis respecter, parce qu'au Mali, il y a des gens qui sont habitués à mentir, à dénigrer le chef de l'État, à le traîner dans la boue. Il ne faut pas faire ça. Celui qui est à la tête de l'État doit être respecté parce qu'il incarne l'unité nationale. C'est à travers lui qu'on voit notre pays. Et enfin, peut-être je devais commencer par ça, il faut être patriote. Il faut aimer son pays. Je suis partisan de tel dirigeant, je suis de gauche, je suis de droite, tout ça, ça a des limites.
dans les pays, quand il y a des dangers, et les hommes de gauche et de droite se retrouvent, et ceux qui se réclament, différents leaders politiques se retrouvent pour sauver leur patrie. Donc il faut aimer son pays. Pour moi, aimer le Mali, être patriote, ça va, c'est au-dessus de tout. Toutes les autres considérations viennent. Ça, c'est la première conduite. Ce sont ça les principales orientations que j'ai toujours données au M5. Et je suis très heureux que pour l'essentiel, je dis bien pour l'essentiel, et Bouba Traoré, et vous-même, et la majorité des dirigeants du M5 et de leurs alliés, des autres mouvements qui sont réellement en faveur du changement, s'en tiennent à ces orientations. C'est pour cela que je voudrais vous remercier. Nous aussi, nous vous disons merci, parce que vous aurez pu sortir de prison et rester cloîtré dans votre chambre, savourer votre liberté. Mais venir nous saluer, c'est peut-être un autre risque que vous prenez. Mais vous l'avez fait. Je sais aussi que d'un peu partout au Mali, les gens veulent que vous venez. Votre maison ne désemplit pas. Avant, ce n'était pas comme ça. Moi-même, au début du M5, vous savez très bien, on était diamétralement opposés. Mais à force d'explication, de pédagogie, il y a certains même qui pensent que Kader travaille dans le cabinet du Premier ministre. Il y en a qui disent qu'il est un conseiller. Je dis que c'est un conseiller très très spécial. Pas la primature, mais certains pensent que tout ce que Kader dit, le Premier ministre l'accepte, ne sachant pas que souvent, il y a de très chaudes discussions avec Kader. Quand Kader donne ses interviews, nous faisons des discussions. Là où je ne suis pas d'accord, je lui dis, et lui me dit son opinion. Il me convainc souvent, souvent il ne me convainc pas. Et c'est ça la société. Je dis que la société, c'est comme un jardin. Plus il y a des fleurs, plus le jardin est beau. La société, ce n'est pas une caserne. C'est dans les casernes qu'on commande. Et c'est pour cela que quand vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certaines questions, j'essaie de comprendre. Maintenant, toutes les questions concernant la gouvernance de la transition, je l'ai dit tantôt, vous allez me permettre de ne pas beaucoup m'étendre sur ces questions. Parce qu'il y a des choses dont je ne souhaiterais pas parler. Laissez l'État avancer. Je crois que petit à petit, les choses vont rentrer dans l'ordre. Les choses vont s'arranger. Tout le monde, on ne peut pas continuer indéfiniment à ne pas faire le nécessaire. Vous savez, Abraham Lincoln a dit, c'était un ancien grand président des États-Unis, qu'on peut tromper tout le peuple une partie du temps. On peut tromper une partie du peuple tout le temps. Tout ça, ça prend un temps. Mais il arrivera un moment où on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Donc les transitions, c'est la même chose, c'est partout. Vous voyez même les transitions qui sont soutenues par les Occidentaux. Ils font tout pour qu'ils sortent vite de la transition. Donc nous avons une lecture holistique, politique, historique, dialectique, patriotique de ce qui doit se faire au Mali. Mais nous sommes avec des partenaires. Nous avons un chef d'État avec lequel nous échangeons sur les questions. Et moi, je suis certain, le connaissant, le peu de temps qu'on a travaillé ensemble, il y a des choses sur lesquelles peut-être je ne suis pas d'accord, mais pour l'essentiel, le recouvrement de la dignité du peuple malien, il n'y a pas de doute. Je pense que tout le travail qui a été fait pendant ces 3 ans, nous ne prendrons jamais le risque de le remettre à l'eau. Et c'est pour cela que je suis convaincu que les cris de détresse des Maliens, les sollicitations, les doléances, d'où que ça vient, sont tous centralisés au niveau du président. Et je pense qu'il prendra la bonne décision. Parce que c'est des hommes qui ont risqué leur vie le 18 août. Imaginez un peu si le 18 août ne marchait pas. Ce qu'ils allaient devenir. Parce qu'il y a beaucoup de soutien de la transition aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu de changement le 18 août, ils n'auront rien, ils sont chez eux. Imaginez le temps que ces hommes ont fait au front. Le président de la transition,
le président du Conseil national de transition, le ministre de la Défense, le directeur général des services de sécurité, combien de temps ils ont fait sur le terrain militaire? Ils pouvaient perdre leur vie à tout moment. Maintenant qu'ils ont les choses en main, moi je suis convaincu que la sagesse va prévaloir pour qu'on aille dans le sens de l'intérêt supérieur du peuple malien. Pas forcément dans l'intérêt du M5, dans l'intérêt des anti-M5, dans l'intérêt des militaires, mais dans l'intérêt supérieur du peuple malien. La classe politique, j'ai entendu certains dire que le premier, c'est le premier adversaire de la classe politique. Bon, ça c'est leur avis. Dans tous les cas, dans les débats politiques, chacun a son point de vue, mais vous vous rappelez très bien qu'au début de la transition, j'ai réuni la classe politique ici. Beaucoup m'ont dit clairement que les réformes que nous voulons faire, la refondation n'est pas l'affaire de la transition. La transition doit organiser les élections et partir. Que c'est le nouveau gouvernement qui va faire les réformes. Je leur dis que je ne suis pas d'accord. Parce que généralement, ceux qui soutenaient cette thèse, c'est les mêmes qui étaient contre les M5 pendant sa lutte. Donc, ils n'ont jamais voulu des réformes. Donc, si on fait ce qu'ils veulent, ça veut dire que la lutte n'aura servi à rien. On va juste faire des élections pour remettre à la tête un dirigeant qui va être manipulé encore. Mais depuis ce moment, on ne pouvait pas se comprendre. Nous, on veut refonder, réformer le pays. Il y en a qui disent qu'il ne faut pas réformer, il faut faire des élections tout de suite. Bon, après, les gens ont inventé le terme clivant. Dieu merci, le peuple malien nous a encouragés, le président nous a porté sa confiance, le gouvernement a fait les assises nationales qui sont aujourd'hui la feuille de route pour la transition. Et je crois d'une façon générale, la trajectoire de la transition a pris une bonne direction historique. Et nous allons réussir, je suis convaincu de ça. Maintenant, ce qui arrive, vous êtes allés en détention, les autres sont en prison, tout ça c'est des péripéties de la gouvernance. Je suis convaincu qu'on va les améliorer au fur et à mesure. En tout cas, merci beaucoup Kader, beaucoup de courage, et courage à tous les membres du comité stratégique du M5 RFP. Courage à tous les jeunes qui n'ont pas flanchi. Parce qu'au début, on a fait peur à certains. Courage à toutes les femmes du M5 qui n'ont pas flanchi. Personne n'est venu me dire qu'aller connaître Saint-Ala que parce que Kader. Ça fait chaud au cœur. Parce qu'un leader politique, quand vous êtes en détention, ce n'est pas le plus grave, c'est quand vous vous sentez abandonné. Et comme vous l'avez dit, je crois que rarement les gens vous ont soutenu comme pendant vos détentions. Rarement vous êtes devenu aussi populaire au niveau national que le temps que vous avez fait en détention. C'est pour cela que les gens viennent d'un peu partout. J'ai écouté vos vidéos du Ghana, de Gao, des Maliens de l'extérieur, à l'intérieur des groupements. Ça ne désemplit pas chez vous. C'est parce que vous avez été en détention. Ce que je vous conseille, restez chevillés aux intérêts supérieurs du peuple malien. Maintenant, votre franc-parler, votre façon de faire, ça c'est votre façon de faire. Moi j'ai une autre façon de faire, un autre a une autre façon de faire. Chacun fait ce qu'il pense, mais l'essentiel c'est de rester chevillé aux intérêts supérieurs du peuple malien et continuer à être nourri par le sentiment patriotique. C'est le plus important. Tout le reste va passer. Et la transition va réussir. Vraiment, ne vous inquiétez pas. Moi, je suis persuadé. Tout ce qui va empêcher la transition d'aller de l'avant, il n'aura pas raison. Même les pays qui sont en train de comploter contre nous, les Maliens qui sont dans des doubles jeux, personne ne va réussir qui est contre les intérêts supérieurs du peuple malien. Et je voudrais vous saluer l'armée malienne encore. Je ne finirai jamais de le faire. Parce que c'est à cause de leur lutte que moi j'accepte beaucoup de choses qui politiquement ne sont pas acceptables. Et elles nous rendent avec beaucoup de fierté l'honneur du Mali, la dignité du Mali, et nous avons confiance en nous-mêmes aujourd'hui. C'est l'armée qui nous a restitué cette confiance. C'est pour cela que nous sommes sûrs qu'on va réussir. Et je leur dis souvent,
vous pouvez perdre des batailles. Dans une guerre, c'est comme ça. Mais la finalité, l'armée malienne va gagner. Elle va gagner parce que le combat de notre peuple au nom duquel il agit, c'est un combat juste. C'est un combat historique, un combat politique qui va forcément aboutir. Ils sont les dignes fils de tous nos grands dont on parle, les Soundiata Keita, les Firoun, les Askia Mohamed, les Soni Alibert, nos parents qui ont fait la guerre contre les colons de toutes les ethnies maliennes. Donc c'est leurs dignes fils aujourd'hui qui se battent. Alors que les mêmes, il y a quelques années, on se moquait d'eux. Qu'est-ce qui a changé? C'est le leadership. On a eu un nouveau chef suprême des armées. On a eu un nouveau ministre de la Défense. On a eu un nouvel chef d'état-major. On a eu des nouvelles orientations. Et non pas avant, on changeait de ministre de la Défense et de chef d'état-major tous les ans, tous les 6 mois. On ne pouvait pas atteindre des résultats. Donc félicitations Kader, félicitations à l'armée, félicitations à Bouba. Il faut lui dire qu'on ne va jamais l'oublier. Et tôt ou tard, il va être libre. Il est aujourd'hui plus populaire que quand on l'a arrêté. On l'a humilié, mais toutes les humiliations l'ont rendu seulement plus populaire. C'est ce que je voulais vous dire, Kader, et merci beaucoup.